Dans cet exercice, le 588 de la base de données, donc un exercice donné à Minpon en filière PC en 2018, on s'intéresse à la fonction zeta de Riemann. Donc c'est pas vraiment le cœur du problème ici, mais on aura peut-être besoin de certaines propriétés. Donc cette fonction-là est une fonction classique qui peut faire l'objet d'un problème incomplet. Notamment par des comparaisons avec des intégrales, on peut démontrer que la limite de zeta de S en plus infini est égale à 1. On peut démontrer aussi que zeta de S en 1 plus est équivalente à 1 sur S moins 1, et plein de résultats. Donc le seul résultat dont on a vraiment besoin ici, au moins dans un premier temps, c'est de dire que cette fonction zeta de Riemann est définie sur 1 plus infini ouvert. Donc pourquoi? Parce qu'ici c'est une série de Riemann qui converge chez seulement si S est strictement plus grand que 1. Et ensuite, on considère aussi l'ensemble des nombres premiers. Donc ces nombres premiers, on les a numérotés de manière à ce que P1, P2, Pn, etc., jusqu'à l'infini, soit une suite ordonnée de nombres premiers. Enfin, soit la suite ordonnée des nombres premiers. Notez bien que vous avez dû voir en première année que l'ensemble des nombres premiers était un ensemble infini, et on le numérote juste par ordre croissant. Donc première question, on vous demande de montrer qu'il existe un lambda tel que la probabilité, tel que il existe une probabilité P sur une étoile vérifiant P du singleton n égale lambda sur n puissance s. Donc pour ça, on aura deux conditions à vérifier. Il va nous falloir que la somme des P de singleton n soit égale à 1 et que chaque P de singleton n soit positif. Donc on va raisonner par analyse synthèse. Pour l'analyse, on va uniquement s'intéresser au fait que la somme des probabilités de singleton n soit égale à 1. Donc quand on prend tous les éléments de n étoile, parce qu'on veut une probabilité ici sur n étoile, donc la probabilité de tous les singletons n, on en fait la somme, on remplace par sa valeur. Le lambda ici est une constante qu'on peut sortir de la série, et la série qui nous reste, c'est la série qui définit que zeta de s. Donc on a lambda zeta de s égale 1, donc lambda c'est 1 sur zeta de s. Réciproquement, si on a pris cette valeur de lambda, donc lambda égale 1 sur zeta de s, qu'est-ce qu'on peut en dire? Du coup, P de n qui vaut lambda sur n puissance s est positif pour tout n dans n étoile. Et la somme des P de singleton n, c'est la somme des lambda sur n puissance s égale 1. Donc, d'après le cours, on sait qu'il existe une probabilité P sur n étoile, vérifiant cette condition-là, pour lambda égale 1 sur zeta de s. Ensuite, on s'intéresse maintenant, on pose AP égale P fois n étoile. Donc, qu'est-ce que c'est que P fois n étoile? C'est P fois K, l'ensemble des P fois K où K appartient à une étoile, et on remarquera que P fois K c'est en fait un multiple de P, et en fait on peut retenir que A indice P c'est l'ensemble des multiples de P, pour P un nombre premier quelconque. Donc on nous demande de démontrer que les AP sont mutuellement indépendants, donc pour faire ça on doit prendre un ensemble quelconque fini d'entiers, et on doit démontrer que la probabilité d'être dans l'intersection des A, P indice J, est égal au produit des probabilités des A, P indice J. Là, il me manque un indice J ici. Donc pour ça, on va d'abord calculer qu'est-ce que c'est que la probabilité de A indice P. Donc par disjonction des cas, A indice P, c'est la réunion des singletons PI, où I varie de 1 à plus infini. Faites attention ici, on ne veut que les multiples non nuls. Donc c'est pour ça que I commence à 1. Et donc cette probabilité-là, c'est une réunion de singletons disjoints, donc c'est la somme des probabilités de chacun des singletons, parce qu'ils sont incompatibles. Donc après on remplace P de singleton PI par sa valeur. On se rend compte qu'on a un lambda sur P puissance s qu'on peut sortir devant la somme, et ça me fait donc lambda sur P puissance s fois 1 sur la somme des 1 sur I puissance s. Cette somme-là, on la reconnaît, c'est zeta de s. Le lambda, c'était 1 sur zeta de s. Et donc, quand on calcule, on obtient que ça fait 1 sur P puissance s. Ensuite, donc maintenant qu'on a fait ce calcul-là, on peut s'intéresser à la probabilité de l'intersection des A, P indice J. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que c'est que cet ensemble-là, que cette intersection? C'est les éléments de n étoile qui sont multiples de P indice J pour tout J dans J. Et comme les PJ sont premiers entre eux, le fait que chaque PJ divise K, ça va impliquer que le produit des PJ divise K. Donc PJ1, PJ2, PJN doit diviser le nombre K. Et donc finalement, mon ensemble, c'est tous les multiples de PJ1, PJ2, PJN. Donc on va noter PJ1, PJ2, PJN fois n étoile. Et le calcul qu'on a fait là,
s'appliquer, j'avais pris la précaution de prendre un P quelconque dans l'étoile, donc pas forcément un nombre premier. Et du coup, il s'applique ici, et on obtient que ça fait 1 sur PJ1, PJ2, PJN, le tout à la puissance S. D'un autre côté, si on calcule le produit des probabilités de A, P indice J, donc comme j'ai dit ici, il manquait un indice J, c'est en fait le produit pour y variant de 1 à n des probabilités de A, P indice J, indice I. Chaque probabilité là, on l'a calculée encore une fois ici, parce qu'on a dit que P était dans une étoile, donc il s'applique pour P indice J, indice I. Donc c'est égal à ça. Et quand on calcule ce produit-là, on retombe sur la même valeur. Donc les événements, ici j'ai mis variable, mais ces événements AP sont bien mutuellement indépendants. Après, montrer que zeta de S est égal au produit des 1 sur 1 moins pk puissance S. Alors, bon, c'est pas forcément très intuitif ici, mais c'est 1 sur 1 moins p puissance S, on va essayer de les faire apparaître. Et on va d'abord regarder ce que c'est que P de 1. P du singleton 1, c'est lambda sur 1 puissance S, et comme lambda c'était 1 sur zeta de S, ça nous fait 1 sur zeta de S. Et après, on va regarder tous les nombres entiers supérieurs ou égal à 2. Donc on en prend un quelconque. Automatiquement, ça va être le multiple d'un nombre premier. Éventuellement, c'est le premier de lui-même. Sinon, en le décomposant en produit de facteurs premiers, ce sera bien le multiple d'un des nombres premiers apparaissant dans sa décomposition. Réciproquement, si on a le multiple d'un nombre premier, comme un nombre premier, j'aurais dû pas être non nul ici, comme un nombre premier ici est au moins égal à 2, automatiquement mon nombre va être plus grand que 2. Donc on démontre que, comme ça que la réunion DAP c'est n étoiles privées de 1 par double inclusion. Et du coup on va calculer la probabilité de la réunion DAP. Donc si on utilise cette formule-là, n étoiles privées de 1, ça va être en fait 1 moins P de 1, donc 1 moins zeta de S. Et de l'autre côté, quand on calcule la probabilité de la réunion des AP, c'est la probabilité de la réunion des A, P indice K, pour K variant de 1 à plus infini. Donc c'est 1 moins la probabilité du complémentaire de la réunion des APK, ce qui va me permettre de faire apparaître l'intersection des AP indice K bar. Et derrière, cette probabilité d'une intersection, d'après la propriété de la continuité décroissante, ça va être la limite, quand n tend vers plus infini, de la probabilité de l'intersection finie, donc de k égale 1 à n, des APK bar. On a vu que ces APK étaient mutuellement indépendants, donc cette probabilité de l'intersection finie devient le produit des probabilités. On va prendre le n, mais bon, tant pis. Devient le produit des probabilités. Ces probabilités-là, on les a calculées dans la question d'avant, donc ça nous fait des 1 moins P de S, parce qu'attention, ici on a le APK bar. Cette limite-là, du coup, est finie, parce qu'elle est égale à cette probabilité-là. Donc, enfin, à un près. Donc, ce produit infini a un sens, comme limite du produit fini, et on obtient que la probabilité de la réunion DAP est égale à 1 moins ce produit-là. Du coup, quand on calcule, comme j'ai dit tout à l'heure, 1 sur zeta de S, c'est P de singleton 1. Le singleton 1, c'est le complémentaire de n étoile privée de 1. Donc c'est 1 moins la probabilité de la réunion des AP. Et cette probabilité-là, on l'a calculée, donc on remplace, et ça me fait le produit des 1 sur 1 moins pk puissance S. Et en passant à l'inverse, on obtient bien que zeta de S, c'est le produit des 1 sur 1 moins pk puissance S. Bon, alors après, on vous dit étudier la convergence de la série de terme général 1 sur pk. Donc, qu'est-ce qu'on sait de cette série-là? Pk, c'est la suite des nombres premiers ordonnés. Et on s'intéresse à la série des 1 sur pk. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? En fait, pas grand-chose. Donc, on voit qu'on va essayer de trouver un lien avec la question précédente. Et ce lien-là, il va se faire en supposant que la série de termes général 1 sur pk converge. Donc, on remarque que 1 sur pk est positif, que 1 sur pk est équivalent à moins ln de 1 moins 1 sur pk, et le théorème de comparaison des séries à termes positifs me dit que ces deux séries-là sont de même nature, et je vous rappelle que dans toute la question 4, on raisonne par absurde, on suppose que cette série-là converge, donc ça me dit que cette série des moins ln de 1 moins 1 sur pk converge. Alors pourquoi cette série-là? Tout simplement parce que quand on passe au logarithme là-dedans, alors on n'a pas le droit de l'écrire comme ça, mais on va le faire formellement,
le logarithme de xêta de S, ça va être le logarithme de ce produit-là. Et donc, ça va être la somme infinie des moins ln de 1 moins 1 sur pk puissance s. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Finalement, on voit que cette somme-là, quand s tend vers 1, ça pourrait tendre, alors attention à ce que je vais dire, ça pourrait tendre vers cette quantité-là. Si on arrive à démontrer que cette série de fonctions donc, qui dépend de s est continue en 1. Donc c'est ce qu'on va faire là dans la suite. On va d'abord mettre en place le rapport entre xêta de s et la série qui m'intéresse, donc cette propriété-là. Après, on va démontrer que cette série de fonctions en S, donc il y a S aussi ça, est continue sur 1 plus infini fermé, donc toujours sous cette hypothèse-là. Et comme elle est continue sur 1 plus infini fermé, on obtiendra que la limite de ln de xêta de S, c'est la limite de cette série de fonctions-là, mais qui est continue en 1. Donc ce sera égal à la somme des moins ln de 1 moins 1 sur pk, qui convergent, on l'a dit plus haut. Et du coup, on obtiendra que xêta de S a une limite finie en 1. Et on a vu au départ que xêta de S, alors même si on ne l'aura pas démontré ici, c'est la fonction de zêta de Riemann, donc on connaît plutôt bien. Elle a une limite infinie en 1, plus, et donc ce sera contradictoire. Donc reprenons un petit peu tout ce qu'on a dit là-dedans. Donc d'abord, on a établi déjà que ces deux séries-là sont de même nature, donc notamment que cette série est convergente. Après, on va établir le lien donc, entre ln de xêta de S et cette somme de cette série de fonctions. Donc pour tout s plus grand que 1, quand je regarde la somme des moins ln de 1 moins 1 sur pk de S, pk puissance S, donc la somme d'un logarithme, ça devient le produit des logarithmes, le logarithme du produit. Donc on obtient ça, donc avec un dénominateur parce qu'il y avait un moins devant le logarithme, et ça tend quand n vers plus infini vers ce terme-là. Alors pourquoi? Je vous rappelle que ce terme qu'on a vu ici, on l'a vu là, ça a une limite finie, positive, même plus grande que 1 a priori, et donc on peut passer au logarithme. Et donc finalement ça tend vers ln de xêta de S. Du coup, qu'est-ce qu'on en déduit? Comme la suite des sommes partielles converge, on obtient que cette série-là converge, et que la somme de cette série est égale à ln de xêta de S. Ceci pour tout s plus grand que 1. Donc après, on va poser notre série de fonctions. Donc on va s'intéresser à cette série de ces fonctions-là. Donc on pose fk qui a s dans 1 fermé plus infini associe ce terme-là, donc ce qui est à l'intérieur de la série. On sait que fk est continue sur 1 plus infini parce qu'elle est continue par opération sur les fonctions usuelles, pas de problème. Et ensuite, pour tout s plus grand que 1, pk est plus grand que 2. Donc pk puissance s va être plus grand que pk. Et donc mon fk de s en valeur absolue, qui est moins ln de 1 moins 1 sur pk puissance s, est inférieur ou égal à moins ln de 1 moins 1 sur pk. Et du coup, ça c'est fk de 1. Donc fk infini, c'est égal à fk de 1 sur 1 plus infini. De plus, on a démontré que la somme des fk de 1 convergeait, donc c'est ce qu'on a démontré le premier point ici. Cette somme-là, c'est la somme des fk de 1. Et comme cette série converge, on obtient du coup que la somme des normes infinies de fk sur 1 plus infini converge. Donc la somme des fk converge normalement, donc uniformément sur 1 plus infini. Et du coup, on a les fk qui sont continus sur 1 plus infini, la somme des fk qui convergent uniformément sur 1 plus infini. Donc notre théorème de continuité des séries de fonctions nous dit que f, qui est la somme des fk, devrait donc être continue sur 1 plus infini. Du coup, la limite de ln de xêta de S sera la limite de f de S, donc f étant égal à la somme de ma série de fonctions, qui serait donc égale à f de 1, et f de 1 c'est cette somme-là. Et ceci est exclu, parce que la limite de xêta de S est plus infinie, donc comme je vous dis, ça se démontre à une comparaison série intégrale, donc je n'ai pas fait ici. Donc du coup, comme cette limite-là est plus infinie, je devrais avoir la limite de ln de xêta de S égale plus infinie, ce qui est contradictoire avec ce résultat-là. Donc on a obtenu par l'absurde que mon hypothèse de départ est fausse, donc j'ai supposé que ma série convergeait, donc ma série est divergente.